Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous allons parler que de l'éducation, vous le savez bien. Et aujourd'hui, face à la pandémie de coronavirus, les écoles sont restées fermées depuis le 18 décembre 2020 et plusieurs parents pendant cette période, quand nous passons pour présenter nos émissions, nous posons des questions de savoir pourquoi l'école reste fermée et par contre le bar, les hôtels, les restaurants et les marchés sont opérationnels. Mais il y a une réponse que le ministre a répondu. Il a dit ceci, il a dit si l'école reste fermée, c'est pour protéger nos enfants. C'est pour que les enfants soient protégés parce que cette deuxième vague de Covid-19, les enfants, si vous ne le savez pas, si vous ignorez, le ministre a dit que les enfants sont aussi contaminés. Beaucoup d'enfants sont tombés. Quand je dis tombés, c'est que les enfants sont aussi victimes de la mort. Ces enfants-là sont aussi morts face à cette pandémie de Covid-19. C'est ça l'inquiétude des autorités. C'est pourquoi même ils ont décidé à ce que l'école reste fermée. Et le ministre, il y a 3 jours ou 2 jours, je peux dire ça, le ministre a effectué une visite dans certaines écoles de la capitale pour s'assurer des conditions d'accueil des élèves et préparer cette reprise de cours. Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, l'école va répondre. Là, sur ce plateau, je suis avec M. Mabiala Maoumba, il est spécialiste en éducation et en communication pour le changement social et des comportements. Et c'est un ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF. C'est avec lui que nous allons parler. Je tourne vers mon invité. Bonjour, monsieur Mabiala. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et merci de m'avoir invité. Oui, et vous avez suivi juste mon introduction, oui, là. Le ministre a dit qu'il y a aussi des enfants qui sont morts suite à cette pandémie de Covid-19. Or, première vague, il n'y avait pas de morts des enfants. Même en Europe, on n'en prend pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation alarmante de voir les enfants tomber? Ben, ça signifie que nous devons renforcer les mesures pour respecter les gestes barrières. Nous devons adopter des comportements responsables à tous les niveaux pour éviter justement les contaminations, que ce soit en dehors de l'école ou à l'école, ainsi que dans nos communautés respectives. Si le ministre l'a dit, c'est que la situation est grave. Et donc, nous devons prendre la mesure de la gravité de cette situation et changer nos comportements en adoptant les gestes barrières. Et pensez-vous que l'école peut être aussi parmi les principaux moteurs de la propagation de la pandémie de Covid-19? Mais quand on parle de lieu de propagation, en réalité, il n'y a pas de lieu spécifique ou privilégié. C'est partout. Les gens peuvent s'infecter partout où ils sont 2 ou plusieurs. Parce que malheureusement, nous ne faisons pas beaucoup de tests chez nous. Donc, certains d'entre nous, nous ne savons pas si nous sommes porteurs du virus ou pas. Vous savez, les spécialistes parlent par exemple de porteur asymptomatique, c'est-à-dire il porte le virus, une personne qui porte le virus, mais ne fait pas de symptômes. Il n'a pas de fièvre, il n'a pas de maux de tête, il n'a rien, mais cette personne peut contaminer d'autres personnes. Donc c'est la raison pour laquelle justement on dit gestes barrières. Et premier geste barrière, garder une distance. Par exemple, là nous sommes plus ou moins 2,5 mètres l'un de l'autre. Donc si moi je suis porteur, les chances ou les risques de vous contaminer sont diminués parce que vous savez que quand nous parlons, nous émettons, il y a ce qu'on appelle des postillons, il y a si vous voulez, des gouttelettes qui sortent de notre bouche quand nous parlons ou quand nous éternuons ou quand nous toussons. Et ces gouttelettes peuvent contenir les virus. Donc quand on est proche, on court le risque d'être contaminé. C'est la raison pour laquelle, geste barrière, on dit distance, gardez votre distance. Mais aussi le masque, surtout quand vous n'êtes pas en mesure de garder cette distance. Je regarde par exemple dans les transports en commun, on est confiné, mais si on a les masques, ça peut aider à réduire les contaminations. C'est la même chose au marché. Et c'est la même chose également dans les écoles. Donc,
Mais c'est l'ensemble de toutes ces mesures, y compris les lavages réguliers et systématiques de mains, c'est l'ensemble de toutes ces mesures qui feront que nous puissions arrêter la propagation du virus ou que ces virus puissent continuer. Donc c'est le comportement. La propagation de ces virus dépend en grande partie de nos comportements. Et appuyez-vous cette thèse que cette fermeture menace directement le bien-être des enfants? Ben, écoutez, si Son Excellence le ministre de la Santé a dit que c'est pour des raisons de santé, pour assurer le bien-être, que les écoles ont été fermées, nous devons le croire. C'est important. Ils ont des données. Nous n'avons pas de données. Nous devons croire ce que le gouvernement dit. Nous devons faire confiance au gouvernement. La santé fait partie du bien-être des enfants. Les enfants ne peuvent pas étudier s'ils ne sont pas en bonne santé. Maintenant, il y a une balance qu'il faut trouver, un juste milieu qu'il faut trouver. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous pouvons nous protéger? Est-ce que nous pouvons prévenir cette pandémie? Nous pouvons arrêter les contaminants tout en ouvrant les écoles? Ma réponse personnelle est oui, nous pouvons faire les deux. C'est-à-dire prendre les dispositions pour prévenir la propagation du virus tout en ouvrant les écoles. Mais à condition qu'on y mette le moyen. Par exemple, s'assurer qu'il y ait dans chaque école les dispositifs nécessaires pour les lavages réguliers de mains. S'assurer que les dispositifs, les infrastructures permettent aux élèves de garder une distance adéquate entre eux pour éviter justement ces contacts qui peuvent générer des contaminations. Mais aussi s'assurer que les élèves, les enfants ou les étudiants ont des masques. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, à mon avis, c'est possible de prévenir les contaminations tout en ouvrant les écoles, mais à condition, et j'insiste là-dessus, à condition qu'on y mette les moyens et à condition également qu'on mette simultanément ou parallèlement des campagnes efficaces de sensibilisation pour inciter les élèves, les étudiants, les parents, les enseignants à adopter les gestes barrières, c'est-à-dire à avoir des comportements responsables. Parce que je le répète, cette maladie va s'éterniser ou risque de s'éterniser si nous ne changeons pas de comportement. Mais si nous changeons de comportement, si nous adoptons les gestes qu'il faut, nous pouvons réduire les contaminations et nous en sortir. Vous ne constatez pas que justement le ministre est allé un peu trop fort en disant que beaucoup des enfants sont contaminés et sont allés encore plus fort que les enfants sont morts? Qu'est-ce que vous en dites, vous, étant que parent aussi? En tant que parent, je me sens triste de constater que d'après ce que le ministre aurait dit, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés, que certains d'entre eux seraient décédés. C'est un sentiment de tristesse qui m'anime. Ce qui, une fois de plus, nous interpelle pour renforcer la sensibilisation et prendre les dispositions en milieu scolaire et en dehors de l'école pour éviter ces contaminations. C'est tout ce que je peux dire là-dessus parce que je ne peux pas contester les paroles du ministre. Il a des chiffres, donc il ne peut pas venir dire n'importe quoi à la population. Je crois que nous devons faire confiance au gouvernement et le gouvernement décidera quand il sera opportun d'ouvrir les écoles. Et vous êtes dans les secteurs de l'éducation. Quels sont les défis majeurs que doit relever l'éducation nationale face à cette pandémie de Covid-19? Alors, pour moi, cette pandémie crée une situation inhabituelle. C'est extrêmement rare dans l'histoire de l'humanité de vivre une situation où presque le monde entier se trouve face à l'obligation de fermer les écoles un peu partout. Alors, chaque pays a réagi à sa manière, en fonction de ses réalités, en fonction de ses capacités. Mais pour nous, comme pour d'autres d'ailleurs, pour nous, cela devrait être une opportunité pour nous interroger sur le fonctionnement de notre système éducatif. Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui ne va pas dans notre système éducatif et qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer le système éducatif. Et puisque vous parlez des défis, pour moi, le premier défi, le plus important, c'est que jusqu'à présent, il faut qu'on garde à l'esprit, qu'on sache que nous sachions qu'il y a encore de milliers et des millions d'enfants qui sont en dehors de l'école, qui ne vont pas à l'école. La mesure de gratuité est venue résoudre partiellement ce problème. Et c'est une mesure très importante parce que elle va permettre à des enfants qui n'avaient pas l'opportunité d'aller à l'école et qui ne pouvaient pas payer à cause des frais et ainsi de suite. Mais cette mesure concerne seulement l'enseignement fondamental. Elle ne concerne pas les niveaux secondaires. Oui. Or, nous savons que chaque année, il y a des millions de jeunes qui quittent l'école secondaire. Et je dis bien des millions de jeunes qui quittent l'école secondaire sans qualification. Et quand je regarde les chiffres que nous avons, ce qu'on appelle le taux d'achèvement au niveau de l'ensemble du pays. Si vous prenez 100 élèves qui ont commencé l'école, sur 100 élèves, il y a seulement 31 élèves qui vont arriver jusqu'à la fin du secondaire. Donc c'est ça qu'on appelle le taux d'achèvement. Donc vous voyez que seulement 31 sur 100 arrivent jusqu'à la fin. Donc il y a un nombre de faire quoi que ce soit de façon concrète. Vous voyez, et ça c'est dramatique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous devons faire, nous en tant que nation, nous devons faire tout ce qui est possible pour que la mesure de gratuité qui a été appliquée ou qui est appliquée au niveau primaire, au niveau de l'enseignement fondamental, soit également appliquée au niveau secondaire. Parce que les données montrent que sur tous ces enfants, tous ces millions de jeunes qui abandonnent l'école secondaire, la moitié, à peu près 48%, les font parce que leurs parents sont incapables de payer les frais de scolarité. Et il y a une situation particulière pour les filles qu'il faudra relever, et je trouve cela comme une injustice, une inégalité qu'il faut absolument dénoncer et à laquelle il faut mettre fin. C'est que parmi les millions de jeunes qui abandonnent l'école secondaire, il y a des millions de filles qui le font à cause du mariage précoce et des grossesses non désirées. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça signifie concrètement que nous devons mettre fin au mariage précoce. Un enfant de 13 ans, 14 ans, sa place c'est à l'école, ce n'est pas être épouse ou femme de quelqu'un, c'est à l'école sa place. Donc les mariages précoces, on doit y mettre fin. Les grossesses non désirées, c'est-à-dire des jeunes filles qui tombent enceintes sans le savoir et sans le vouloir, parfois, et ça montre un déficit au niveau de l'éducation sexuelle. En tant que société, en tant que nation, nous devons assurer l'éducation des jeunes en matière de la sexualité. Ça les aide, l'éducation les aide à prévenir, par exemple, des grossesses non désirées. Et donc ça, c'est très, très, très important. Et ça, c'est les défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés maintenant, c'est qu'il y a des millions d'enfants qui abandonnent l'école. Imaginez-vous dans 10 ans ce qu'ils deviendront, dans 15 ans ce qu'ils deviendront, et ainsi de suite. Mais nous avons un deuxième défi extrêmement important, c'est la qualité de l'éducation. Quand nos enfants, votre fille ou votre fils va à l'école, est-ce que vous vous posez la question de ce que votre fille va apprendre, de ce qu'elle sait faire concrètement, après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans? Tout parent devrait se poser cette question. Par exemple, après 3 ans, après 4 ans, si votre fils ou votre fille est en 4e année primaire et qu'il n'est pas capable de lire un petit texte simple, vous devez vous poser des questions et même aller voir les maîtres ou les directeurs d'école, disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 ans que ma fille ou mon fils vient à l'école, mais il ne sait même pas lire un petit paragraphe sur un petit texte simple. C'est dramatique. Et je vais vous donner des chiffres. Parce que j'ai des chiffres qui sont relativement récents, qui viennent d'être publiés par la Confemène,
la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie, ils ont réalisé une évaluation à l'échelle de la francophonie, notamment dans les pays francophones d'Afrique, sur 14 pays. Ils ont pris des échantillons d'élèves dans ces différents pays. Et ces élèves ont été soumis à des tests, des exercices simples de mathématiques, de lecture. Eh bien, les résultats sont catastrophiques pour notre pays, pour nos enfants. Mais sur cet échantillon, ces enfants qui ont participé à cette étude, qui ont passé ces tests, eh bien, 81% de nos enfants ont été incapables d'effectuer une opération simple de mathématiques. Après 6 ans, après avoir terminé l'école primaire, donc après 6 ans d'école primaire, incapables de faire un exercice simple de mathématiques. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est ce que tous les enfants devraient savoir. Chez nous, 81% incapables de le faire. Et en lecture, 72% de nos enfants qui ont terminé l'école primaire, incapables de lire un petit texte simple en français, incapables de le lire et de le comprendre. Alors, posez-vous la question, si vous êtes parents, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école? C'est ça qu'on appelle qualité de l'éducation. C'est-à-dire, concrètement, nos enfants apprennent quoi? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Oui. Et tout parent devrait se poser cette question. Maintenant, la question qui vient tout de suite à l'esprit, mais pourquoi les résultats sont si médiocres? Oui, c'est ça la question aussi que je vais poser. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, et une des raisons fondamentales, principales, c'est que nos enseignants eux-mêmes ont des lacunes. Parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes enseignant en mathématiques, vous ne pouvez pas enseigner les mathématiques si vous-même vous ne maîtrisez pas les opérations de base. C'est la même chose, vous ne pouvez pas enseigner le français si vous-même vous ne maîtrisez pas les règles de grammaire ou ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle, vous savez, dans ces domaines, nous avons d'énormes efforts à faire. Nous allons probablement en parler parce que ça a des implications financières importantes. Il y a des sacrifices que nous devons faire en tant que nation, mais si nous voulons atteindre des résultats du point de vue qualité, nous devons tout faire pour que les enseignants à qui nous confions nos enfants soient bien formés et les qualifications requises pour enseigner dans différentes disciplines, mais aussi, c'est très important, que ces enseignants soient bien motivés. Rémunérés. Oui, il faut qu'ils soient bien rémunérés. Parce qu'un enseignant qui n'est pas bien rémunéré, donc qui n'est pas motivé, quel rendement voulez-vous attendre de lui ou d'elle? C'est l'enseignante. Donc c'est très important que malgré toutes nos difficultés, si nous voulons construire un pays avec une élite, il faut soigner les enseignants, s'assurer qu'ils ont les qualifications requises, qu'ils sont bien formés et s'assurer qu'ils reçoivent une rémunération convenable. Mais comparativement aux années passées, c'est une question qui me vient là par rapport à vos dits, des anciens temps, les élèves, si on peut comparer nos parents de l'époque, le 4e, et nos enfants de ce jour, il y a une grande différence. Et pourquoi cette différence à l'époque et maintenant? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une grande différence, effectivement. D'abord, il faut se rendre compte que c'est comme dans ma génération, nous n'étions pas aussi nombreux que maintenant. C'est très important. Nous n'étions pas aussi nombreux que maintenant. N'oublions pas que nous faisons beaucoup d'enfants. Évidemment, nous ne nous posons pas nécessairement la question de savoir est-ce que nous avons les moyens de scolariser tous les enfants que nous faisons. Mais nous devons garder cela à l'esprit. Nous faisons beaucoup d'enfants. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Cela a des conséquences en termes d'effectifs scolaires. Par exemple, je vais vous dire, à l'heure actuelle, les enfants qui sont âgés de 6 ans, entre 6 ans et 11 ans, à l'heure où nous parlons, ils sont à peu près, sur l'ensemble du pays, ils sont à peu près 15 millions et demi. Ceux qui sont âgés entre 6 ans et 11 ans. Mais d'ici 2025,
c'est-à-dire dans moins de 5 ans. D'ici 2025, dans cette tranche d'âge-là, entre 6 ans et 11 ans, ils seront à peu près 19 millions et demi. Donc presque 20 millions. Donc ça signifie que à moins de 5 ans, nous aurons 4 millions supplémentaires d'enfants. C'est maintenant qu'il faut penser à construire des écoles, à des nouvelles salles de classe, à former les enseignants, à prévoir des équipements. Et la question, est-ce que nous avons les moyens? C'est ça la question. Maintenant, si nous ne le faisons pas, si nous ne formons pas de nouveaux enseignants, et nous recrutons de nouveaux enseignants, si nous n'avons pas de nouvelles écoles, de nouvelles salles de classe, mais votre question va revenir. Comment on va se retrouver dans des salles de classe avec 200 élèves pour un seul enseignant, ce qui n'est pas humainement possible en termes d'encadrement. Donc les résultats seront nécessairement mauvais. Là, on peut maintenant appuyer ou dire que cela... Ils ont totalement raison de dire que non, cette gratuité est venue encore détruire la qualité de l'éducation et puis démocratique du Congo. Alors, on peut bien le dire comme ça. La gratuité est une bonne mesure parce que des enfants qui ne vont pas à l'école seront des adultes analphabètes demain. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez imaginer à l'heure actuelle quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire dans cette vie en 2021? C'est ça que nous devons garder à l'esprit. Donc, la gratuité va permettre à tout le monde d'aller à l'école. Mais la qualité alors la qualité c'est là que nous devons simultanément prendre les dispositions pour assurer la qualité, pour que l'accroissement du nombre d'effectifs dans les écoles, parce que la gratuité va entraîner un nombre important de nouveaux venus. Nous devons faire en sorte que cet accroissement du nombre d'élèves ne puisse pas affecter négativement la qualité des apprentissages. Ça signifie, par exemple, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est que moi, je suis enseignant. J'ai 50 élèves dans ma classe. À la rentrée, à cause de la gratuité ou grâce à la gratuité, j'aurai 60 élèves. Ça signifie que j'ai dans ma classe 20 élèves supplémentaires. Au lieu de 50, j'ai 70 élèves. Mais en tant qu'enseignant, est-ce que j'ai les capacités d'encadrer 70 élèves? 70 élèves, c'est ça le problème. C'est la question. Idéalement, il faudrait diviser cette classe en deux. C'est-à-dire avoir 2 salles de classe, avoir 2 enseignants, 2 tableaux, plusieurs bancs, ainsi de suite. Vous voyez ce que ça signifie? C'est ce qui n'a pas été fait. Mais non, il ne faut pas dire que ça n'a pas été fait. Nous devons le faire. Il ne faut pas dire que ça n'a pas été fait. Justement, la question que vous m'avez posée, quels sont les défis? Nous devons le faire parce que maintenant, avec le défi du Covid-19, distanciation, donc dans la salle de classe où sur un banc, il y avait 4 élèves, maintenant, nous devons faire en sorte que sur un banc, il faut laisser au moins 1 mètre. Donc, au lieu de 4, il va falloir 2 seulement. Mais il faut de nouvelles salles de classe. C'est ce que je dis, il n'y a pas de nouvelles classes. Il n'y a pas de nouvelles salles de classe. C'est ça ce que je dis, il n'y a pas de nouvelles salles de classe pour diviser ce que dans une classe où il y avait 60 élèves, que les élèves puissent rester dans la salle peut-être 20, alors les 40 autres aller dans d'autres salles. Il n'y en a pas. Mais nous devons les construire, ces salles de classe. C'est ça le défi, justement. Nous devons les construire. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les secteurs de l'éducation, et ça, il faut que tous les parents, tous les Congolais, que nous puissions comprendre que le secteur de l'éducation engloutit beaucoup d'argent. Le secteur de l'éducation engloutit beaucoup d'argent. Et où va cet argent? C'est pour construire des salles de classe, justement, dans la situation que vous venez de vivre, construire des salles de classe, des écoles, mais aussi des équipements, parce que les maîtres, il faut nous donner les minimums nécessaires pour enseigner, ce qu'on appelle les matériels didactiques, les minimums nécessaires pour pouvoir enseigner. Mais aussi, évidemment, assurer son salaire et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi le secteur de l'éducation engloutit beaucoup d'argent. Et moi, j'ai toujours proposé que nous puissions, en tant que nation, faire un effort supplémentaire pour que nous puissions contribuer tous à cet effort exceptionnel à travers, par exemple, une taxe de solidarité. Ouais, une taxe de solidarité qui permettrait
de recueillir régulièrement, chaque jour, chaque mois, ou peu importe selon les modalités retenues, recueillir des financements additionnels. Parce qu'à l'heure actuelle, je veux vous dire, même si on prenait la moitié de notre budget national, nous n'aurons pas suffisamment d'argent pour assurer une éducation de qualité et une formation de qualité à tous nos enfants, à tous nos jeunes. Et c'est regrettable, parce que à l'heure, votre émission s'appelle l'éducation pour tous. Mais c'est très intéressant comme philosophie, c'est-à-dire que tout le monde doit bénéficier d'une éducation. Mais moi j'ajoute, il ne suffit pas de bénéficier d'une éducation. Tout le monde devrait bénéficier d'une éducation de qualité. Et une éducation de qualité, ça coûte cher. Ok, et déjà cette éducation est encore menacée, la gratuité aussi, parce que déjà la Banque mondiale retire l'aide dans le secteur de l'éducation. Et ça pose aussi problème. Dès que les enfants vont reprendre l'école d'ici là, il y aura grève, il y aura fermeture, il y aura encore les enfants qui vont commencer à être... C'est un peu ça pose aussi problème aujourd'hui encore. Ben, je ne pense pas que la Banque mondiale va retirer son aide. Mais c'est qu'on a... Mais je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé j'ai travaillé pour beaucoup d'organisations internationales. C'est tout à fait normal que la Banque mondiale se pose la question sur la manière dont est utilisé l'argent qu'elle met à la disposition des États ou des pays qui sollicitent son appui. Donc, ils ont émis si vous voulez, des observations. C'est dans l'intention d'avoir des éclaircissements et de s'assurer que à l'avenir leurs financements ou leurs ressources seront bien utilisées. Et ce qui est normal. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais de financement additionnel. Mais avant de chercher des financements additionnels, nous devons commencer par gérer adéquatement le peu de ressources que nous avons. Nous devons assainir la gestion. Quand j'apprends qu'il y a des enseignants fictifs et ainsi de suite, des écoles fictives... Et encore dans des écoles catholiques. Peu importe où, mais c'est inacceptable. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les coins les plus reculés, à Mwenga et ainsi de suite, Walungu, quand je dirigeais un projet d'éducation ici, j'ai rencontré des enseignants extrêmement motivés, mais c'était triste de voir que certains d'entre eux attendaient leur salaire pendant 3, 4, 5 mois, qui n'arrivaient toujours pas. C'est anormal, c'est inacceptable. Oui, donc, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Faisons en sorte que le peu de ressources que nous avons, que ce peu soit bien géré. Et si ce peu-là est bien géré, nous pouvons déjà résoudre un minimum de problèmes et avant d'aller chercher l'aide extérieure. Donc ça, c'est très important. Et c'est ça, là, je comprends la préoccupation de la Banque mondiale. Ils ont parfaitement raison. Ils veulent avoir des éclaircissements et s'assurer que les fonds qu'ils vont mettre à notre disposition seront bien utilisés. Et pour finir, j'allais vous poser une dernière question. La pertinence de notre programme éducatif. Un mot par rapport à cela. Ben, vous savez, ce qu'on appelle pertinence, c'est en tant que parents, posez-vous la question, est-ce que ce que nos enfants apprennent, est-ce que c'est utile? À quoi ça leur sert dans la vie? C'est une question simple. Et c'est ce qui renvoie à comment on choisit les contenus. Et quand on regarde les filières, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire, on doit se poser la question. Par exemple, un enfant qui termine l'école secondaire à l'heure actuelle, à part ceux qui sont dans les filières techniques et professionnelles, mais les autres, qu'est-ce qu'ils savent faire concrètement? Malheureusement, et nous le savons, tous ne pourront pas aller à l'université. Par exemple, l'année dernière, il y a eu à peu près 818 000 exactement, 818 000 candidats aux examens d'État. À peu près, le taux de réussite a été d'à peu près 70-75%. Donc, il y aura peut-être, parmi eux, sur les 800 000, peut-être 300 000 qui seront absorbés par les universités, les instituts supérieurs. Mais les autres, que deviendront-ils? Ils vont chercher du travail, parce qu'ils ne peuvent pas rester chez les parents à ne rien faire. Ils vont chercher du travail, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Et
C'est la raison pour laquelle, moi, je prône une révision complète de nos programmes. Pour que, par exemple, au niveau secondaire, nous puissions lever l'option de privilégier l'enseignement professionnel et technique. De sorte que la plupart des élèves qui termineront les écoles secondaires ou l'école secondaire puissent terminer avec des métiers, avec des compétences professionnelles. Ceux qui pourront aller plus loin, aller à l'université ou dans les ISPIA, tant mieux, ils iront plus loin. Mais les autres qui n'auront pas cette chance-là pourront au moins vivre de leur diplôme. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous demandez à un jeune qui a terminé l'école secondaire, section littéraire ou section maths, physique ou biochimie, posez-lui la question, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut vivre de ça, aller chercher du travail? Non. Alors, ils ne peuvent pas non plus tous aller à l'université. Il n'y a pas de place. Comme je l'ai dit, nous faisons beaucoup d'enfants. En 60 ans, nous n'avons pas construit d'université, suffisamment d'université pour absorber tous ces jeunes qui viennent. Au fil des années, ça va être des millions de jeunes qui vont attendre sans qualification, sans possibilité d'insertion professionnelle, donc sans possibilité de trouver du travail. Et donc, cela doit nous interpeller pour réformer notre système éducatif et aboutir à un système qui soit opérationnel, mais qui réponde en même temps aux besoins de notre société. Pour que nos enfants qui vont à l'école apprennent des choses utiles qui leur servent dans la vie. Et j'ai l'habitude de dire que un jeune plombier bien formé, diplômé d'État en plomberie, peut gagner sa vie même s'il n'a pas la chance d'aller à l'université. Voilà. Merci, M. Mabiala, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre émission Éducation pour tous. C'est avec M. Mabiala Maoumba, spécialiste en éducation et en communication pour le changement social et des comportements. Et il est un ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Télévision, votre chaîne de l'éducation. Au revoir. À la prochaine.